Bonsoir et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Grand Oral. De quoi sera fait le jour d'après? En deuxième partie, je recevrai Bérangère Bond, la journaliste qui a décortiqué la vie et les parcours de 3 premiers ministres d'Emmanuel Macron. Elle vient de publier la biographie de Gabriel Attal qui veut incarner l'après-Macron. Mais tout d'abord, pour parler de l'après-guerre et peut-être d'un nouveau Proche-Orient, je suis ravi d'accueillir Raphaël Jérusalemi. Bonsoir. Bonsoir Michael. Le public d'I24 News vous connaît bien, on a l'habitude d'écouter vos analyses, vous êtes un ancien officier du renseignement militaire, vous publiez Tribune de guerre, un livre en collaboration et implication également de Mohamed Sifawi. Comment est née cette association? Alors, il y a eu cette initiative où j'ai voulu offrir au public ce florilège de mes analyses depuis le 7 octobre pour faire une pause tactique. Après ces 2 années de guerre, nous sommes dans un tournant, nous attendons de voir sur le plan Trump va marcher, ce qui va se passer au Liban, en Syrie, etc. Il y a un moment de réflexion qui s'impose pour se regrouper, se redéployer. Et c'est l'éditeur David Reinhardt, qui est un éditeur très engagé pour la communauté juive, pour Israël, assez courageux dans le paysage médiatique d'aujourd'hui, qui a sorti ce livre. Et David Reinhardt a eu la bonne idée de joindre Mohamed Sifawi comme commentateur de mes analyses, mais en même temps de donner son propre point de vue avec son style à lui. C'est un politologue, un journaliste d'investigation qui a espionné les mouvements islamistes, et donc sa perspective est un rajout à mes analyses. Il y a une sorte de débat, nous ne sommes pas toujours absolument d'accord, ce qui est très bien. Là où nous sommes d'accord, c'est que nous défendons Israël contre le terrorisme et l'islamisme, et que nous avons tous les deux, puisque nous sommes au Grand Oral, une grande gueule, justement, tous les deux, mais nous sommes toujours très sincères, très francs. Alors justement, commentateurs, débatteurs, ça frotte, hein, parce que c'est au fond peut-être ce qui manque depuis quelque temps. L'idéologie a remplacé la connaissance et l'échange de divergences. D'ailleurs, vous écrivez, au fond, dire ce que d'autres préfèrent taire, c'est notre approche, dire lucidement ce qui rapproche et discuter des divergences. Vous commencez cette tribune de guerre par une phrase saisissante. Le 7 octobre, l'histoire s'est remise à saigner. Et c'est ce qui vous a décidé à dire il faut absolument suivre, raconter. Oui, parce que le 7 octobre est un déclencheur de la haine. Les digues qui retenaient une haine qui était là, qui était stagnante, ont été rompues. Et il y a eu une déferlante de haine contre Israël qui s'est répandue ensuite même sur le reste du peuple juif, et qui se répand d'ailleurs aussi contre les démocraties et les pays libéraux. Face à cette déferlante, le seul moyen c'était de faire une sorte d'obstacle avec la vérité, car cette déferlante de haine, c'est tout du mensonge, elle est basée sur le mensonge. Et donc il faut la vérité, et le but de ces analyses, le but premier, en plus d'apporter de l'information, et une information qui n'est pas toujours relayée par d'autres médias, c'est de rasséréner le lecteur. Le public qui me connaît et qui me lit me dit toujours « Ah, monsieur Jérusalemi, on vous a écouté, on est rassuré, on voit plus clair, et on positive ». Et c'est le but de ce livre, d'apporter ce soutien au moment où nous sommes tous quand même bien abîmés par 2 ans de désarroi. Mais en même temps, Raphaël Jérusalemi, vous dites qu'il faut continuer à être lucide, hein, vous le dites vous-même, on vient d'en parler. Ce qui s'est passé, si on reste quelques instants sur au fond la signification de cet événement, à part ses conséquences géopolitiques et politiques, on a l'impression que ça a été aussi d'un coup un brutal retour de l'histoire juive sur le sol israélien. C'est ça qui crée le traumatisme? Oui, ça crée le traumatisme, et c'est ce qui a rapproché l'Israël de la diaspora. Il y a aujourd'hui une unité entre Israël et la diaspora, une communauté de destin qui n'était pas nécessairement avant. Aujourd'hui, on est tous dans le même bateau, peu importe qu'on habite en Israël ou pas, nous sommes tous les mêmes, nous sommes un peuple qui est attaqué, menacé, que ce soit sur le territoire national, que ce soit en diaspora. Et donc, ça a créé quand même cette unité-là, qui nécessite que nous nous défendions aussi ensemble. Le 7 octobre, c'est évidemment un traumatisme pour la société israélienne, c'est cet échec incroyable, oui, qui est un échec à tous les niveaux. C'est trop compliqué à développer, mais à tous les niveaux, vertical, horizontal. On passera les têtes de chapitre, absolument. Voilà, je voulais juste dire que le 27 septembre 2023,
J'ai un article justement qui est cité dans les tribunes de guerre. On oublie d'utiliser son bon sens. L'intuition MNG écrit pour éviter un bain de sang. C'est écrit noir sur blanc. Éviter un bain de sang 10 jours avant le 7 octobre, il faudrait éliminer les dirigeants du Hamas, M. Sinois, etc. C'est-à-dire un petit peu de bon sens dans la vie aussi, ça ne fait pas de mal. Et je ramène parfois tout ce qui est la géopolitique, toutes les analyses extrêmement intelligentes, très érudites, à des choses beaucoup plus simples et au tachlis, c'est-à-dire au concret. Que s'est-il passé? Que doit-on faire? Être beaucoup plus pragmatique. Si vous aviez une nouvelle tribune à écrire, est-ce que vous diriez que la guerre contre le Hamas est gagnée? Absolument pas, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous avons gagné une immense victoire. La victoire, c'est celle qui sera dans les livres d'histoire. Nous pouvons éliminer autant de gens du Hamas que nous voulons, 10 000, 20 000, 30 000. On ne peut pas appeler ça une victoire si les otages n'étaient pas revenus à la maison. Le fait que nous ayons réussi, après beaucoup d'efforts, après pas mal d'échecs sur la route, avec des otages qui sont morts en chemin, mais nous avons réussi quand même, en fin de compte, à libérer nos otages. Ça, c'est la victoire qu'on pourra inscrire dans les livres d'histoire contre le mal. C'est la victoire du bien contre le mal. Ensuite, pour le Hamas, il y a encore pas mal de boulot à faire. J'espère qu'on le fera et qu'on les exterminera comme il le faut, car ils méritent d'être exterminés. Mais est-ce qu'on peut, comme vous dites, éradiquer une idéologie? On voit bien, regardez, le territoire de Daesh, de l'État islamique, a été détruit par la coalition internationale occidentale, mais son idéologie continue. Est-ce qu'au fond, on ne va pas assister à une forme de diasporisation de la marque du Hamas qui va continuer à faire des attentats au nom de cette idéologie? Non, parce que si vous prenez... Pour vous, il n'y a pas de risque. L'idéologie nazie, une fois la Seconde Guerre mondiale achevée, une fois les nazis soit tués, soit arrêtés, les procès faits, il y a plein de nazis qui ont survécu, il y a des néo-nazis, mais dans l'ensemble, il n'y a plus vraiment de nazisme vraiment important dans le monde. On pourrait même parler de la monarchie. Une fois qu'on a passé pas mal de gens à la guillotine avec le roi de France, la monarchie, comme idéologie, n'a pas véritablement survécu. Il y a eu quelques rebonds au 19e siècle. Depuis, il n'y a plus de monarchie. Donc on peut supprimer physiquement énormément, parce qu'il faut le faire. Il faut faire justice, et il faut dégager surtout les dirigeants du Hamas, les supprimer physiquement, mais ensuite, après cela, il y aura un étiolement de l'idéologie du Hamas. Le véritable problème, ce n'est pas le Hamas, le véritable problème, c'est le Qatar, ce sont les frères musulmans, ce sont tous ceux qui sont encore adeptes d'un islam intégriste, et là, malheureusement, c'est un islam dangereux qui se répand de plus en plus, qui se répand jusque chez vous, jusqu'à Paris. Mais justement, et vous avez travaillé avec Mohamed Sifawi qui connaît bien toutes ces idéologies, qui voit bien à quel point elles perdurent, même s'il peut y avoir des éliminations physiques. J'en reviens encore à cette question. Est-ce que, au fond, la grande victoire du Hamas n'a pas été de gagner une bataille de communication qu'Israël n'a pas su mener, ou parce qu'elle n'a pas envie de mener par tradition et par, on va dire, culture? Oui, d'un côté, je suis d'accord avec le fait qu'Israël ne fait pas assez le boulot de la Hasbara, il a toujours négligé. La communication, oui. Il n'y a pas les budgets, et puis le personnel, c'est souvent le cousin de machin qui n'est pas véritablement habilité à faire de la Hasbara. Donc c'est vrai qu'il y a un certain échec. Mais je suis contre l'idée que nous ayons perdu la guerre des images et la guerre de la communication. Nous n'avons rien perdu du tout. Pendant des années, il y a une propagande pro-palestinienne qui a coûté des milliards de pétrodollars. Ça n'a jamais rien changé à la cause palestinienne. Les Israéliens ont décidé ce qu'ils avaient décidé, même s'il y avait à la une des journaux des images qui nous insultaient, qui nous injuriaient sur certains journaux ou dans certaines télés. Et pourquoi n'avons-nous pas perdu cette guerre des images et de la communication? Parce que ceux qui la mènent en face de nous l'ont perdu d'avance pour une simple raison. Leurs images à eux, ce sont des images de la haine, de la mort et de la haine, qui mèneront à la mort et à la haine. Elles termineront par la haine, mais pas seulement la haine du juif, la haine du noir, de l'arabe, et ensuite la haine de la démocratie, la haine de la France. Donc cette haine dont ils ont lâché les digues vers nous, va en plus dépasser les juifs et va continuer à se répandre. C'est un poison qui se répand, c'est le poison du racisme, c'est le poison de la violence. Par rapport à cela, nous avons une image, nous, qui est l'image victorieuse, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes. Le peuple juif, malgré tout, contre vents et marées, garde sa dignité, son identité, et de ce fait, il a gagné avec une autre victoire qui est très simple. Ça, il faut le dire franchement et clairement. La guerre des images, oui. La guerre de la communication, oui. Pour la gagner, eh bien, le mieux, c'est de gagner tout court. Et Israël a gagné la guerre
tout court, et c'est ça qui véritablement a détruit tous nos ennemis en face. Ils sont très très embêtés de voir qu'Israël est aujourd'hui un pays extrêmement fort qui a renversé l'équation stratégique au Proche-Orient, donc on a gagné. On va y revenir effectivement dans cette équation stratégique totalement remodelée effectivement après le 7 octobre et liée à une offensive générale menée par Israël. Mais une fois de plus, c'est une dernière question à ce sujet. Quand on est fort, comme vous dites, est-ce qu'à ce moment-là, on n'est pas en situation plutôt de tendre la main? Est-ce que vous voyez, il y a eu des processus de paix. En 93, il y avait Oslo, Rabin Arafat. Est-ce que vous considérez que, au fond, des conditions comme celles de l'époque peuvent revenir un jour? Oui, mais elles ne sont pas là. Donc, tendre la main à qui? Aujourd'hui, si on parle des Palestiniens, nous tendons la main aux Libanais, par exemple. Nous vont à Beyrouth. On tend même la main au nouveau gouvernement de Damas en Syrie, oui, donc, avec un ex d'Al-Qaïda. Très certainement un accord qui va certainement se faire jour. Ouais. Donc on essaie de normaliser avec les Saoudiens. Les mains sont tendues. Par rapport aux Palestiniens, nous n'avons pas à qui tendre la main. C'est ou le Hamas à Gaza, ou Abu Mazen à Ramallah, qui de toute façon n'a aucune légitimité. Même si nous dialoguons avec Abu Mazen, il ne représente pas le peuple palestinien. Il faut donc une nouvelle génération de dirigeants. Il a été reçu par la France et par Emmanuel Macron comme étant président de Palestine. Il ne représente pas plus la France que Abu Mazen ne représente les Palestiniens. Ils sont tous les deux président élu quand même. Il est président élu. Il est impopulaire, mais depuis qu'ils ont été élus... Oui, être impopulaire c'est autre chose, mais il est élu. Ils n'ont pas de légitimité, en tous les cas, pour résoudre ce problème-là. Et c'est pas eux... voilà, ça vous dites en fait qu'ils n'ont pas de levier, c'est ça que vous dites, qu'en réalité il n'y a pas de levier. C'est pas à eux de résoudre le problème, mais le président Macron, parce que c'est pas lui de le faire, il y a d'autres puissances, forces en jeu qui sont capables de le faire, à commencer par Donald Trump. Monsieur Macron, c'est personne à côté quand même, et Monsieur Abu Mazen, je le dis, le répète, est un terroriste, donc on ne peut pas faire la paix avec lui. 2, il est un menteur, un tricheur, puisqu'il continue à donner de l'argent aux familles des terroristes. Et puis 3, comme je le dis, il ne représente plus la cause palestinienne. Il est impopulaire, il est corrompu, et il a refusé de mener des élections depuis 18 ans. C'est un tyran. Donc ce qu'il faut, c'est changer. Il faut une nouvelle garde de dirigeants. Vous me parlez par exemple de l'époque des accords d'Oslo. Il faut une nouvelle garde de dirigeants qui puisse établir un dialogue et changer donc la vieille garde. Et Abu Mazen, c'est la vieille garde de Yasser Arafat. C'est ça, ça veut dire que lorsque, effectivement, c'est lui qui a suspendu les processus électoraux, mais quand il s'engage auprès notamment du président français en disant je vais refaire des élections législatives, présidentielles, réformer l'autorité palestinienne, vous vous dites, il n'aura peut-être pas le temps, parce qu'il a quand même 90 ans. Je n'y crois pas du tout, et vous n'y croyez pas? Bien sûr que non. Il a passé sa vie à mentir, tout d'un coup il va dire la vérité. Non, je ne le pense pas. D'ailleurs, il n'est pas, comme je le dis de nouveau, en mesure de tenir les promesses qu'il fait, puisqu'il n'a plus le pouvoir, il n'a plus la puissance. Il y a beaucoup, dans son propre camp même, dans l'OLP même, des opposants à lui qui cherchent en fait à le renverser. Donc tout ce qu'il promet, il ne peut pas véritablement tenir la promesse, mais c'est un petit peu la même chose pour le président Macron. Il promet beaucoup de choses, il ne va pas forcément y arriver. Regardez Donald Trump, il a promis la paix entre la Russie et l'Ukraine, il n'y est pas arrivé non plus. On ne peut pas tout non plus gagner. On connaît effectivement le volontarisme des politiques et souvent la réalité est différente. Si on revient un peu sur le territoire, sur le terrain israélien et même régional, d'abord on a eu l'impression au fond, depuis 2 ans, de revoir un peu le cycle des 50 ans avec la guerre de Kippour, c'est-à-dire sidération, réaction, reprise en main de la situation par Israël et une nouvelle carte géopolitique. Mais là, pour la première fois, c'était une guerre à grande échelle menée contre on va dire un proto-État. C'était pas une armée régulière, c'était pas un État régulier. Est-ce qu'il a été possible, au fond, vraiment de gagner ce combat? Et est-il possible de changer toute la donne après cette guerre? On l'a fait. C'est une immense victoire, parce que ce conflit n'est pas Israël contre le Hamas. Le 7 octobre, c'est Israël contre le Hamas. Le 8 octobre, c'est Israël contre tout le Proche-Orient presque. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le rêve de Sinwar du 7 octobre, il avait peur, Sinwar, d'abord, avant tout, c'est pour ça qu'il a avancé l'opération 7 octobre, de la normalisation avec l'Arabie Saoudite, qui était sur le point de se faire. Voilà. Ouais. Et donc, il a voulu bloquer ça, et dans son rêve, il allait réunir tous les pays arabes à nouveau contre Israël, car c'est seulement quand ils sont unis qu'ils ont le courage d'attaquer Israël.
Israël. Et c'était ce qui voulait faire bouleverser. Ça ne s'est pas fait à aucun moment, Et ce rêve est devenu son pire cauchemar. Parce que si Sinoir, j'espère qu'il le voit de là où il est, aujourd'hui, l'équation stratégique au Proche-Orient a été complètement chamboulée. Le 7 octobre a été une horrible catastrophe militaire, sécuritaire. Dès le 8 octobre, Tsahal est redevenu le Grand Tsahal. Et nous avons complètement changé la donne au Proche-Orient. Aujourd'hui, dans cette région du monde, il y a un seul État, Israël, qui décide qui frapper, quand frapper, où frapper, à sa guise. Selon ses besoins sécuritaires. D'après ce que vous savez, quels sont, si vous pouvez faire un rapide tour tour d'horizon des nouvelles évolutions géopolitiques auxquelles il faut s'attendre? Un élargissement des accords d'Abraham jusqu'à l'Arabie Saoudite, avec l'arrivée de la Syrie et peut-être même du Liban, c'est ce qui est en train de se tramer en coulisses? Ça va prendre encore du temps, mais c'est en train de se tramer. C'est des remparts psychologiques, c'est des décennies d'hostilité qui sont en train de tomber, de s'effriter, des approches plus ou moins discrètes, des clins d'œil. Avec les Saoudiens, il y a énormément de choses qui se passent discrètement, sous la table. Il y a déjà beaucoup de choses sur le plan commercial, sur le plan économique, entre Israël et l'Arabie Saoudite qui se passent. Avec le Liban, la main est tendue, comme vous l'avez dit, tendre la main. Le Liban aujourd'hui, son seul espoir de s'en sortir de son marasme économique, de la situation où il se trouve, c'est une alliance avec Israël. Le lendemain d'une alliance avec Israël, le Liban aura une aide sur le plan énergétique, sur le plan technologique. C'est un souhait ou c'est ce que vous entendez, ce que vous récupérez d'informations sur le terrain? Non, c'est un souhait. Mais je pense que si le président Aoun du Liban, par exemple, et le peuple libanais, dont en général il n'y a pas une haine du juif, un peu comme le peuple iranien, comme il peut y avoir dans certains autres pays, eh bien, s'il regarde bien les choses en face... Les Iraniens ne détestent pas les Juifs. Non, c'est ce que je dis. Le peuple iranien ne déteste pas les Juifs, le peuple libanais non plus. Il y a des endroits, des pays arabes où il y a plus d'antisémitisme dans ce régime. Justement là, il n'y en a pas. Et donc, s'ils regardent bien leurs options pour s'en sortir du marasme dans lequel ils sont, le véritable allié, qui est solide et tout près d'eux, la porte à côté, c'est Israël, avec une puissance énergétique, économique, technologique, sans oublier le tourisme, le nombre de touristes israéliens qui vont dilapider de l'argent au Liban. Donc c'est leur intérêt de faire la paix avec Israël. Il y a des mouvements qui laissent espérer, au sein même du Parlement libanais, il y a des voix qui ont déjà demandé de normaliser avec Israël. On va voir. Parce que le grand projet, effectivement, du président Aoun, c'est déjà de juguler complètement et de réduire l'influence du Hezbollah de manière à pouvoir récupérer une souveraineté et de l'armée et des politiques publiques. Si je peux préciser, et de la diplomatie. Il ne faut pas oublier que là où Israël n'avance pas, c'est les forces néfastes qui avancent. C'est-à-dire si nous n'avons pas progressé, nous avons maintenant un ennemi très très important, la Turquie. La Turquie va essayer de s'ingérer dans les affaires du Liban, de la Syrie. Elle le fait d'ailleurs ouvertement. Mais pourtant, c'est la Turquie qui a aidé au processus, au fond, au fait que le processus de libération des otages puisse s'accélérer au dernier moment. Oui, elle l'a fait comme le Qatar l'a fait en médiateur, entre guillemets, pour se faire bien voir de Donald Trump et obtenir de Donald Trump des F-35 et autres joujoux pour attaquer Israël. Alors, si on revient quelques instants aussi sur, au fond, dans quel état est la société israélienne 2 ans après, est-ce que, sans une commission d'enquête, une grande explication dans la tradition de cette démocratie israélienne, est-ce qu'Israël peut repartir? Israël ne pourra repartir que pour un autre problème sociétal, c'est la division. Le pays est scindé en deux. Sur le plan de ses opinions, idéologiquement, religieusement, comme on veut, il y a une division du pays en deux. Et les élections successives, à chaque fois, on n'arrive pas à se décider. Sur le plan du traumatisme qui a été infligé à Israël, il y a d'abord une immense perte de confiance dans le niveau politique. Depuis le 7 octobre, Tsahal a regagné la confiance et l'admiration du peuple israélien, parce que Tsahal, de toute façon, c'est le peuple. Par contre, il y a une perte de confiance dans le niveau politique, tout pour la simple raison que dans la coalition comme de l'opposition, on n'a pas réussi ce qui avait été fait
depuis 1948, à s'unir au moment d'une si grave crise. Ils ont continué à se tirer dans les pattes, alors que même à l'époque héroïque des Mapai et des Khérout, où les dinosaures du sionisme étaient encore bien plus coriaces que les politiciens d'aujourd'hui, ils avaient toujours trouvé le moyen, au moment où il y avait du danger, de s'unir. Il n'y a pas eu cette union nationale, il y a eu ce piétinement dans la libération des otages, qui a fait qu'il y a une perte de confiance, mais je le dis, autant dans l'opposition que la coalition, de tout ce qui est politique, mais un renouveau, un regain de confiance dans l'armée. À quel moment le pouvoir va-t-il accepter qu'il y ait une commission d'enquête demandée par les Israéliens, quelles que soient leurs opinions politiques, d'ailleurs, de manière générale, là aussi, qui est aussi un exercice d'explication, de catharsis, Le pouvoir n'en acceptera pas parce que le pouvoir est coupable. Et donc il ne veut pas être sur la sellette. Ben, bien sûr, ils n'ont pas... Si on prend l'exemple des militaires, ils ont assumé leurs responsabilités. Oui, ils ont dit, oui, c'est moi qui ai fait la grosse bavure du 7 octobre. Mais la bavure du 7 octobre n'est pas arrivée le 6 octobre. Dans la nuit du 6 octobre. La bavure du 7 octobre, et il y a 20 ans avant, une politique erronée par rapport à Gaza, par rapport au Hamas. On l'a vu, les centaines de kilomètres de tunnels, de l'argent qui vient du Qatar, en veux-tu, en voilà, un laxisme complet, et le fait que le Hamas ait réussi à nous endormir en croyant que si on donnait des permis de travail et on libéralisait le mouvement des marchandises, ça irait mieux. Et ça, c'est forcément de la responsabilité du politique ? Absolument, parce que Israël est une démocratie, l'armée obéit au gouvernement, et donc le responsable ultime, c'est le gouvernement. Comme disait Franklin Roosevelt, the buck stops here. La responsabilité, c'est jusqu'à moi. Mais justement, et il ne faut pas préjuger évidemment d'une commission d'enquête indépendante, souvenez-vous, la commission à Granat, après la guerre de Kippour, a exonéré l'échelon politique. Golda Meir a démissionné de son propre chef, mais elle n'a pas été mise en cause par la commission d'enquête. On peut peut-être envisager qu'une commission d'enquête soit indépendante. Quand vous voyez le problème du Qatar Gate, j'ai l'impression que la commission d'enquête... Alors, commission, c'est un scandale qui mène des proches des lièvres qu'on préfère du ne chef pas lever. Du gouvernement. Et je ne pense pas que ce soit le véritable problème non plus. Je ne pense pas que le peuple israélien veuille que des têtes tombent ou désigne des coupables. Je pense que le peuple israélien voudrait que le monde politique soit plus serein, un peu de classe aussi, parce que franchement les insultes qu'on entend à la Knesset et la façon de se conduire, un peu de respect aussi pour le chef du Mossad, le chef de l'armée. Je pense qu'il faudra un petit peu rééduquer le monde politique israélien à tout simplement donner l'exemple d'un certain calme, d'une certaine volonté d'union nationale, de comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'opposition, avoir une ouverture d'esprit. Voilà. Je pense que ça redonnerait la confiance des Israéliens dans le niveau politique. Depuis 2 ans, on a vu un nouveau groupe sociologique en Israël extrêmement puissant, c'est le Forum des otages. Quand le dernier otage rentrera donc, en Israël, quel rôle vous lui voyez après ? Est-ce qu'il va devenir au fond une matrice politique ou ça va se diluer parce que la mission aura été terminée ? Je ne saurais pas dire, je ne le pense pas, dans la mesure où le mouvement, le Forum des otages, à la différence par exemple du mouvement des réservistes, ne représente pas tout l'éventail de la société israélienne. Du fait que les otages venaient des kibboutz frontaliers du Sud, il y a une majorité, une majorité de gens de gauche dans le Forum des otages, mais il y a eu des divergences, puisqu'il y avait aussi des familles d'otages à droite ou très pratiquants religieusement qui n'étaient pas d'accord avec la campagne que menait le Forum des otages contre le gouvernement. Donc à mon avis, c'est quelque chose qui a eu son utilité, parce que ce forum, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, a mis une pression qui était nécessaire pour que le niveau politique accepte les prix exorbitants du Hamas pour la libération des otages. Je pense que ce rôle s'arrête plus ou moins là, et comme je l'ai dit, ils ne sont pas représentatifs de tout l'éventail de l'idéologie israélienne, bien qu'il y ait parmi les familles d'otages, comme je l'ai dit, des gens qui ne sont pas du tout à gauche. C'est la génération des combattants de Gaza qui va avoir de l'influence ? Alors cela, beaucoup plus, parce que le réserviste, il en a gros sur la patate. Et il a aussi testé l'unité que vous évoquez sur le terrain. C'est très simple, les réservistes, pour qui c'était tellement dur de se battre dans Gaza, redoutaient de rentrer à la maison pour être à nouveau confrontés à la zizanie dans la vie civile israélienne.
Le réserviste, lorsque les gens ont mis leurs uniformes, ils sont allés se battre à Gaza, qu'ils soient à gauche, à droite, religieux, laïcs, séfarades, ashkénazes et j'en passe, c'était immédiatement effacé. Ça a toujours été d'ailleurs le rôle de Tsahal, et c'est extrêmement important. Ils viennent aussi, eux, avec la priorité de la sécurité d'Israël, car pour l'instant, véritablement, réforme judiciaire, réforme de ci, réforme de ça, ça peut passer après, il faut assurer notre sécurité. Et on commémore ces jours-ci donc l'anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, donc 10 ans. L'islamisme terroriste a continué à frapper. Comment vous sentez ces commémorations en France? Vous qui avez l'habitude d'être confronté au terrorisme, qu'est-ce que vous sentez en France par rapport à ça? Je pense qu'il est temps que les leçons soient tirées de ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé, le Mossad, Israël, avait prévenu la France bien avant. Et la DGSE, ils sont tous témoins qu'on a soutenu ce qu'ils se disaient, parce que les services de sécurité français voyaient bien le danger et voyaient bien la menace. C'est aux politiques, ça ne suivait pas. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience plus grande aux politiques, mais pas suffisante. Et il faut donc continuer et ne pas oublier M. Macron qui accueillait son Excellence Abou Mazen et qui serrait la main à M. Al-Thani, que la déferlante de haine, d'antisémitisme qui s'abat actuellement sur la France est le résultat d'une campagne orchestrée, planifiée, financée par le Qatar et les frères musulmans, et que c'est une menace, comme je l'ai dit, non seulement pour la communauté juive, mais pour la France tout entière. Alors on va regarder ça avec attention. Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi.